Ma petite amie souffre de schizophrénie paranoïaque. Elle a été diagnostiquée plus tôt cette année après 2 ans de questionnement. Elle a du mal à accepter l'idée que les gens la connaissent et la harcèlent avec des micro-agressions. Elle est une personne de couleur, donc ce n'est pas une pensée saugrenue. Mais la façon dont ça a escaladé est ce qui m'a fait me poser des questions. Elle croit que quiconque tousse autour d'elle ou fait un signe de fumeur essaie de se moquer de ses habitudes de consommation de cannabis. Je peux comprendre quelques toux évidentes, mais cela est devenu si fréquent que chaque fois que quelqu'un fait ça, elle le raye immédiatement de la liste, allant même jusqu'à se disputer avec moi si je tousse sans la prévenir à l'avance. Avec le temps, c'est devenu si grave qu'elle scrollait sur les lives TikTok et jurait que les gens la reconnaissaient quand elle se joignait. Ils se mettaient immédiatement à la critiquer avec des micro-agressions. Elle a créé plusieurs comptes, même résultat. Elle pensait que c'était une sorte de harcèlement de gang. Je l'ai d'éloigner de groupes comme ça et l'incitais à voir quelqu'un à ce sujet. Il est devenu flagrant que quelque chose ne tournait pas rond. On regardait le même gars dans la rue et elle jurait qu'il la fixait alors que l'arrière de sa tête était tourné vers nous tout le temps. J'ai finalement réussi à la convaincre de voir quelqu'un après qu'elle ait eu un moment seule avec moi dans une voiture et a entendu des voix sans équivoque. Elle résistait encore vraiment mais a fini par céder. La thérapeute d'une clinique de santé mentale d'urgence a dit qu'elle ne pouvait pas dire de diagnostic officiel mais qu'elle présentait des symptômes positifs de schizophrénie. Une semaine plus tard, on l'a emmenée dans une clinique ouverte, où elle resterait une semaine à l'hôpital sans pouvoir sortir pour être évaluée. Elle a dit qu'ils n'ont pas fait grand-chose et que c'était beaucoup de temps à ne rien faire avec de petites interactions avec le psychiatre. Mais à la fin, on lui a diagnostiqué une schizophrénie paranoïaque et on lui a donné des médicaments. Après une semaine à les prendre, elle a eu beaucoup moins de symptômes et j'ai remarqué qu'avec le temps, elle devenait beaucoup moins nerveuse et prudente. Elle a toujours des moments de détresse face à la toux. Mais c'était beaucoup moins. Je crois qu'elle a été traumatisée par sa maladie mentale et qu'elle est juste conditionnée à détester les gens qui toussent autour d'elle. Elle arrivait à garder des emplois, dans le sens où elle ne démissionnait pas toute seule. Jusqu'à ce qu'elle perde un nouvel emploi qui offrait une assurance pouvant payer ses médicaments à cause de conneries avec la direction. Eh bien, elle n'a pas pu trouver de travail pendant quelques mois, et ses médicaments sont épuisés et elle ne pouvait en avoir de nouveaux sans assurance. Après 3 mois sans médicaments, elle a lentement replongé dans les mêmes problèmes de détresse. Maintenant, elle affirme qu'elle n'a pas de schizophrénie et que c'était un mauvais diagnostic, et qu'elle sait avec certitude ce qu'est la réalité. On a eu une dispute à cause d'un épisode qu'elle a eu, et elle me dit qu'elle ne veut pas de médicaments, et qu'elle a toujours eu des symptômes sous médicaments, et que ça n'a rien fait. Je l'ai incitée à essayer de nouveaux médicaments. Ce n'est pas une solution unique, c'est un long combat avec thérapie et gestion. Après un échange, j'ai mis le holà, et j'ai dit que je romprais si elle ne cherche pas d'aide. Je ne peux pas revivre ça. Elle a dit que si le médecin dit qu'elle va bien, alors je ne peux rien dire à ce sujet et dois la croire, peu importe ce que je vois autour d'elle. Elle ne voulait pas que je sois là pour le rendez-vous avec le médecin quand ça arrivera, et j'ai peur qu'elle ne parle pas des préoccupations qu'elle a eues juste pour que le médecin dise qu'elle va bien. Elle a été irritée et a dit que je peux être là mais que je ne peux pas parler. J'ai toujours peur qu'elle fasse ce que je soupçonne qu'elle va faire juste pour justifier ses symptômes. J'ai peur. Je ne veux pas la perdre, mais je ne peux pas revivre les années comme ça. J'en arrive au point de jeter l'éponge si elle ne cherche pas d'aide, mais je ne suis pas sûr que je puis vivre avec moi même si ça arrive. Ce qui m'a le plus piqué pendant notre dispute, c'est quand j'ai dit que j'allais rompre si elle ne cherche pas d'aide, elle m'a traité de toxique et d'abusif de dire ça. Et que c'est dérangé. De mon point de vue, elle s'enfonce et je ne peux pas retomber là-dedans, pas comme avant. Mais de son point de vue, je la manipule pour qu'elle prenne des médicaments qu'elle pense ne pas avoir besoin, et je ne lui reproche pas de penser que je suis toxique. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Oui, et tout le monde dans sa vie étant contre elle et vivre à côté des illusions, je ne peux pas faire ça. J'ai déjà perdu temps à cause de ça. Je ne veux pas revivre ça. Bon, ex-petite amie maintenant. J'ai juste besoin de me défouler parce que tous nos amis sont communs. Excusez mon anglais, je viens d'Amérique du Sud.
D'accord. Voici une réécriture littéraire et captivante de l'histoire Reddit optimisée pour la narration de texte en voix et conforme aux directives de monétisation YouTube. J'ai mis l'accent sur le malaise, l'élément de surprise et évité toute description de l'image sensible. Cette histoire commence vraiment durant ma 2e ou 3e année de lycée. J'étais toujours un peu introverti, du côté un peu intello, donc je tendais à m'orienter vers les autres gosses qui ne savaient pas trop s'intégrer. On finissait souvent tous par manger ensemble à la même table. Ce n'était que j'appréciais particulièrement l'un d'entre eux, vraiment. Ils formaient un groupe serré avec des intérêts communs. Et je me sentais plus comme une espèce d'étranger, même parmi les marginalisés. La plupart du temps, je m'asseyais simplement parce que c'était l'unique siège de libre, sans m'être réellement bloqué ou refuser l'accès. À un certain moment, l'une des filles de notre table de déjeuner décida de me jouer un genre de taquinerie. Elle ne cessait de parler de son nouvel amoureux, vantant à quel point il était cool, et mentionnant des choses qui, avec le recul, semblaient un peu trop adultes pour nous, puisqu'aucun de nous n'avait 18 ans. À un moment donné, elle m'a montré une photo de lui. C'était un selfie miroir décontracté, rien d'inhabituel. Elle m'a demandé ce que j'en pensais, et j'ai marmonné quelque chose de vague, comme « je ne sais pas ». Puis, elle a fait défiler son téléphone à la recherche d'une autre photo. « Que penses-tu de celle-ci » a-t-elle dit en me la montrant. Cette deuxième photo était assez surprenante, elle était absolument inattendue et a provoqué un rire parmi le groupe. J'ai répondu par un commentaire léger, cherchant à détourner la gêne, mais en toute sincérité, toute la situation me paraissait inconfortable. Puis, au final du semestre, cette fille est soit partie, soit a déménagé dans une école alternative, et je ne l'ai plus vue ni elle ni son amoureux pendant environ 5 ou 6 ans. Sautons quelques mois. Je travaille dans une station-service animée en ville. La cloche au-dessus de la porte teinte, et comme d'habitude, je salue les clients entrants. J'ai levé les yeux et là elle était, la fille de la table de déjeuner, accompagnée de son amoureux, le même que sur la photo. Ils étaient suffisamment amicaux, achetant quelques articles, puis sont venus à la caisse pour payer. Il était plutôt bavard, juste un client agréable et causant. Une fois leur paiement effectué, ils sont partis. Je me souviens d'avoir pensé « Oh mon Dieu, ils doivent être de retour en ville pour une visite ». C'était incroyablement embarrassant. Il se trouve qu'ils sont peut-être de retour en ville de manière permanente. Maintenant, au moins 4 fois par semaine, cet homme entre dans le magasin, parfois seul, d'autres fois avec sa petite amie, et à chaque fois, je dois le regarder en face, lui, ce client régulier désormais aimable, en sachant que je connaîtrai quelque chose le concernant, quelque chose dont il ignore complètement que je suis au courant. C'est juste une sensation très étrange et déconcertante pour le moins dire. En résumé, une taquinerie apparemment inoffensive du lycée refait surface de manière très inattendue, créant une source constante d'inconfort et de fascination. Ma femme a eu une aventure d'un soir et maintenant elle est enceinte. Je suis sûr que l'enfant n'est pas de moi. Et elle ne peut pas avorter. Je suis totalement frustré. Alors, j'ai 31 ans, ma femme a 30 ans et nous avons une fille de 2 ans. Ma femme est mère au foyer. Nous sommes mariés depuis 4 ans. Je suis originaire d'Inde et ici, les lois sur la divorce et la paternité sont un peu différentes. Il y a quelques semaines, j'ai découvert qu'elle avait eu une aventure d'un soir avec un étranger. Quand j'ai découvert l'affaire, elle était enceinte de 12 semaines. Après quelques calculs, j'ai compris à quel moment elle avait conçu. J'étais en déplacement pour un séminaire pharmaceutique à Mumbai. Quant à la manière dont j'ai découvert l'affaire, j'ai perdu mon téléphone à la maison, alors j'ai pris son téléphone pour appeler le mien. Là, j'ai vu un aperçu de conversation entre ma belle-sœur et ma femme. Ma femme disait « Je ne sais pas si l'enfant est de lui ou non. J'espère juste que l'enfant est de lui. » Ma belle-sœur répondit « Si tu ne connais pas le père biologique, garde le secret et laisse-le penser que c'est lui. » Après avoir vu cela, je l'ai confrontée et elle s'est effondrée et m'a dit la vérité. Elle a juré que c'était la seule fois où elle m'avait trompé. Quand je lui ai dit que je ne la croyais pas, elle m'a donné tous ses identifiants de connexion à tous ses comptes pour vérifier. Après quelques allers-retours, je lui ai dit d'aller vivre chez mes beaux-parents. Et je leur ai même parlé à mes beaux-parents de sa relation. Il y a donc 3 semaines que nous ne nous sommes pas parlé. Nous communiquons uniquement par l'intermédiaire de mon beau-père. Même le dimanche précédent, mon beau-père avait pris rendez-vous pour un avortement, mais le médecin a refusé de pratiquer l'intervention car c'est une grossesse à risque. Après l'avoir appris, j'ai pris rendez-vous pour un test de paternité prénatale non invasif ou NIIP, rien que pour obtenir les résultats ADN, dont je suis sûr à 100% que je ne suis pas le père biologique. Mais en Inde, les tests ADN ne comptent pas devant les tribunaux. Si le résultat est négatif,
je serai toujours considéré comme le père légal et devrais payer une pension alimentaire pour l'enfant de son aventure. Je suis frustré et en colère en même temps. Je me défoule ici. Notez que je n'ai aucun parent vivant, je suis orphelin. Mes parents sont décédés quand j'avais 3 ans, mes grands-parents m'ont élevé et j'ai perdu ma grand-mère à 19 ans et mon grand-père à 24 ans. Dans un pays lointain, un jeune garçon regarda par la fenêtre, ses yeux bleus perçants reflétant les nuages d'orage tumultueux qui se formaient à l'horizon. Les vents furieux hurlaient, faisant claquer les volets, alors que le ciel déchaînait un torrent de pluie torrentielle. Des éclairs zébraient le ciel noir, illuminant brièvement le paysage désolé. Le garçon, connu sous le nom d'Ezra, avait toujours été un enfant curieux, avec une soif insatiable de connaissances. Il rêvait d'explorer le monde au-delà des limites étroites de la modeste chaumière de sa famille, nichée au cœur des bois murmurants. Ses parents, des agriculteurs simples, ne pouvaient pas comprendre sa fascination pour l'inconnu, car ils étaient satisfaits de leur vie tranquille. Malgré leurs réserves, ils reconnurent l'intelligence extraordinaire de leur fils et sa détermination infaillible. Ils savaient qu'il était destiné à de plus grandes choses, même si cela leur faisait de la peine d'imaginer un avenir sans son éclatant rire résonnant dans les couloirs.